Goethe a écrit que nul n'est plus désespérément esclave que celui qui se croit libre. Il parlait d'amour, pas d'otage. Cette phrase a traversé les siècles parce que la captivité ne s'annonce pas toujours comme telle. Parfois, elle ressemble à un foyer. Le phénomène que nous appelons aujourd'hui le syndrome de Stockholm a reçu son nom en 1973, après un braquage de banque en Suède. 4 otages retenus pendant 6 jours sont sortis en prenant la défense de leur ravisseur et en récoltant de l'argent pour lui payer de bons avocats. Ce concept était nouveau, mais ce qu'il décrivait ne l'était pas. Cela existait déjà depuis 2000 ans. Moi, c'est Risto, simplement passionné d'histoire. C'est la version francophone de mon podcast ici. On apprend un petit peu et on avance ensemble. L'histoire bégaye, il y a toujours quelqu'un qui en garde la trace. Aujourd'hui, 4 récits, 4 personnes que des siècles et des continents séparent et reproduisant pourtant un schéma similaire. Un prince berbère exhibé à Rome lorsqu'il était enfant qui s'identifiera jusqu'à écrire l'histoire romaine en grec. Des garçons chrétiens des Balkans, arrachés à leurs parents à l'âge de 8 ans, qui grandiront jusqu'à mourir pour l'empire qui les avait pris comme tribu. Un survivant russe du goulag qui verra d'autres prisonniers pleurer la mort de leur bourreau. Et une jeune héritière américaine enlevée à 19 ans qui ralliera ses ravisseurs et braquera une banque avec eux 2 mois plus tard. Commençons à Rome vers 46 avant Jésus-Christ. Juba a environ 5 ans. Son père Juba Ier est roi de Numidie, un royaume situé dans ce qui correspond aujourd'hui à l'Algérie et à la Tunisie. Lors de la guerre civile qui oppose Jules César à Pompée, Juba Ier fait le mauvais choix, il soutient Pompée. César est victorieux, Juba Ier sait ce qui attend les rois vaincus. Il se donne la mort. Son jeune fils est capturé et emmené à Rome. Ce qui va suivre constitue peut-être l'exemple le plus abouti de transformation d'un captif que l'histoire nous ait laissé. L'enfant est d'abord exhibé durant le triomphe de César. Puis il disparaît. On le confie discrètement à Octavie, la petite nièce de César. Celle-ci l'élève avec ses propres enfants. Il apprend le latin, le grec. Son éducation est prise en charge par les meilleurs maîtres de Rome. À 20 ans à peine, il a déjà rédigé un ouvrage sur l'histoire romaine en grec et commence à se faire la réputation de compter parmi les plus érudits de son époque. Octave, le futur empereur Auguste, fait de lui un véritable projet. Il lui accorde la citoyenneté romaine, il l'emmène en campagne militaire. Il est même présent à Actium en 31 avant Jésus-Christ lorsque Marc-Antoine et Cléopâtre sont vaincus. En 25 avant notre ère, Auguste lui confie un royaume, la Maurétanie. Cette région correspond aujourd'hui au nord du Maroc et à l'ouest de l'Algérie. Et c'est ici que l'histoire devient intéressante. Juba épouse Cléopâtre Sélénée, la fille de Marc-Antoine et de Cléopâtre. Elle a aussi été élevée à Rome. Elle aussi a grandi sous la protection d'Octavie. 2 enfants de souverains vaincus, élevés dans des maisons romaines, renvoyés en Afrique du Nord pour gouverner au nom de Rome. Leur mariage a été arrangé, leur loyauté a été fabriquée. Pendant près de 50 ans, Juba règne sur la Maurétanie. Il rebâtit sa capitale Césarée en l'honneur de l'empereur. Il écrit sur la géographie, l'histoire, la peinture, le théâtre, la botanique. Pline l'Ancien le cite des dizaines de fois. Il finance même des expéditions vers les îles Canaries. Mais ses propres sujets se révoltent à plusieurs reprises. Pour eux, Juba est devenu trop romain. Alors, sans les légions romaines, il aurait perdu son trône. Il est un prince berbère qui écrit en grec pour des lecteurs romains dans un royaume nord-africain qui ne le reconnaît plus vraiment comme l'un des siens. Il n'y a aucune trace d'un quelconque regret de sa part ou d'une nostalgie pour la Numidie. Aucune lettre indiquant ce qu'il aurait pu être si les choses avaient été différentes. Il meurt dans son palais, dans une ville portant un nom romain entouré de livres romains, après avoir passé 50 ans à devenir exactement ce que Rome avait fait de lui. 14 siècles plus tard, les Ottomans vont reprendre la même idée, mais à une échelle industrielle. L'Empire ottoman est puissant, mais il a un problème. Les grands seigneurs turcs ont leur propre clan, leurs propres ambitions, leur propre fidélité. Un sultan qui s'appuie trop sur eux risque de se retrouver entouré d'hommes loyaux à leur famille avant de l'être à lui. Dans les années 1360, sous le règne de Mourad Ier, les Ottomans mettent en place un système appelé le devshirme. Le mot signifie simplement « la collecte ». Les Européens lui donneront plus tard un autre nom, l'impôt du sang.
D'année en année, des fonctionnaires parcourent les villages chrétiens des Balkans. La Grèce, la Bulgarie, la Serbie, l'Albanie, la Bosnie. Ils sélectionnent des garçons parfois âgés de 8 ans seulement. Ils en prennent généralement 1 sur 40 familles, mais le ratio varie selon les besoins de l'Empire. Puis, ils les emmènent à Constantinople, parfois après des centaines de kilomètres de marche. Là-bas, tout change. Ils reçoivent de nouveaux noms. Ils se convertissent à l'islam. Ils sont séparés de leur famille. On leur apprend le turc, les arts militaires, l'administration, la religion. Et surtout une idée, une seule. Ils appartiennent au sultan. Et leur loyauté doit aller à lui seul. Les plus brillants deviennent gouverneurs, généraux ou grands vizirs. Les autres rejoignent les janissaires, l'infanterie d'élite de l'Empire ottoman. Pendant des siècles, ils seront parmi les soldats les plus redoutés d'Europe. Et c'est là que notre histoire rejoint le thème d'aujourd'hui. Ces garçons chrétiens, arrachés à leurs parents dans leur enfance, deviennent les défenseurs les plus fidèles de l'Empire qui les a pris. Ils combattent au Kosovo, à Constantinople, devant Vienne. Ils meurent par milliers pour protéger un système qui à l'origine les considérait comme un tribut. Le système fonctionne si bien que certaines familles finissent par offrir leurs fils volontairement, même des familles musulmanes pourtant exclues initialement du dispositif. Car nulle part ailleurs dans l'Empire l'ascension sociale n'est aussi spectaculaire. Le captif peut devenir gouverneur, il peut devenir grand vizir, il peut devenir l'un des hommes les plus puissants du monde ottoman. Lorsqu'elle promet l'ascension sociale, la captivité cesse d'être perçue comme une punition. Les janissaires vont gagner en influence. Ils vont demander plus tard à intégrer leur propre fils dans le corps, ce qui était précisément exclu au départ. Ils vont tenir au XVIe siècle le droit de se marier, d'avoir une famille, de transmettre leur statut. Ils deviennent une caste héréditaire qui réclame son privilège. À partir du XVIIe siècle, les janissaires sont si puissants qu'ils déposent des sultans. En 1622, ils tuent Osman II. En 1807, ils renversent Sélim III. Ils sont devenus en quelque sorte l'Empire lui-même, ou du moins l'un de ses pouvoirs réels. Quand le sultan Mahmoud II décide finalement de dissoudre le corps en 1826, il faut une opération militaire pour les éliminer. L'épisode est connu sous un nom signifiant l'événement heureux en français. Plusieurs milliers de janissaires sont massacrés à Istanbul en quelques jours. Le système est officiellement aboli. Ce système qui s'était bâti sur le rapt d'enfants fut finalement détruit par les propres descendants des premiers enfants enlevés. On bondit encore de 5 siècles et on se retrouve en Union soviétique sous Staline. Entre 1929 et 1953, l'État soviétique gère un réseau de camps de travail appelé le Goulag. C'est un acronyme russe qui désigne l'administration centrale des camps. 18 millions de personnes y passeront. Entre 1,5 million et 2 millions y mourront. C'est l'un des systèmes de répression les plus efficaces jamais construits. Pas un camp de mort au sens nazi, mais une vaste machine destinée à briser les êtres humains jusqu'au point où ils ne se souvenaient plus de qui ils avaient été. Les prisonniers abattaient des arbres par mois 40, dans des chaussures enveloppées de chiffon, 12 heures par jour pour la ration quotidienne de pain noir. Certains hommes disparaissaient pendant la nuit, un nom rayé de l'appel, une couchette vide avant l'aube, et personne ne demandait où ils étaient passés, parce que la question elle-même menait au même endroit. Celui qui l'a décrit le mieux depuis l'intérieur s'appelait Alexandre Solienitsyn. Il avait été capitaine d'artillerie dans l'armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale. En février 1945, alors qu'il servait sur le front allemand, il écrit une lettre privée à un ami. Dans cette lettre, il fait une plaisanterie sur Staline. La lettre est interceptée, il est arrêté, condamné à 8 ans et envoyé dans le système qu'il passera ensuite 15 ans à raconter. Et c'est ce qu'il y observe qui nous intéresse ici. Quand Staline meurt en mars 1953, la nouvelle se répand dans les camps en quelques heures. Et beaucoup de prisonniers, pas tous, mais beaucoup, pleurent. Certains restent debout dans la neige à sangloter pour le dictateur qui les y avait envoyés. D'autres refusent de croire la nouvelle. D'autres encore disent ouvertement qu'ils n'imaginent pas le pays sans lui. Ce n'étaient pas des fonctionnaires staliniens, c'étaient des victimes. Des hommes et des femmes arrêtés pour des plaisanteries, des lettres, le mauvais mot à la mauvaise table. Des hommes et des femmes dont les familles avaient été brisées, dont la santé avait été détruite, dont les vies avaient été broyées par le régime qu'ils étaient en train de pleurer.
Et la dernière histoire est la plus récente, et la plus moderne de toutes. Le 4 février 1974, dans un appartement de Berkeley, une étudiante de 19 ans est rouée de coups, ligotée et jetée dans le coffre d'une voiture. Elle s'appelle Patricia Hearst. C'est la petite-fille de William Randolph Hearst, l'un des magnats de presse les plus puissants de l'histoire américaine. Ses ravisseurs forment un petit groupe d'extrémistes de gauche qui se font appeler l'Armée de libération symbionnaise. 8 personnes plus ou moins, dirigées par un évadé de prison du nom de Donald Freeze. L'objectif déclaré du groupe est de lancer une guérilla contre le gouvernement des États-Unis. Leur première action majeure, avant l'enlèvement de Hearst, avait été le meurtre d'un superintendant scolaire à Oakland. Aucun observateur sérieux ne pensait qu'ils allaient renverser les États-Unis, mais ils avaient capturé une Hearst, et cela leur donna pendant quelques mois l'attention de tout le pays. Pendant les premières semaines de sa captivité, Patty Hearst est enfermée dans un placard. On lui bande les yeux. Selon ses propres déclarations ultérieures, elle est victime d'abus sexuels. On lui dispense des cours constants de théorie révolutionnaire marxiste par des personnes qu'elle ne voit pas. On lui répète que sa famille l'a abandonnée, que le FBI veut sa mort, que sa seule chance de survie est de rejoindre ses ravisseurs. 2 mois plus tard, le 3 avril 1974, elle diffuse un enregistrement audio. Elle y annonce qu'elle renonce à sa famille, à sa classe et à son ancienne identité. Elle a choisi, dit-elle, de rester avec la SLA. Elle a pris un nouveau nom, Tanya, en l'honneur d'une femme qui avait combattu aux côtés de Che Guevara. 12 jours après l'enregistrement, le 15 avril, les caméras de sécurité à l'intérieur de la Hibernia Bank de San Francisco la filment. Patty Hearst, carabine et main à la main en train de braquer la banque avec 3 autres membres de la SLA. Elle participera à d'autres braquages, dont un au cours duquel un passant sera tué. Elle vivra dans la clandestinité pendant plus d'1 an. Quand elle sera finalement arrêtée en septembre 1975, elle déclarera sa profession à l'officier de police comme étant « guerriera urbaine ». Elle est jugée pour vol à main armée en 1976. Sa défense soutient qu'elle a subi un lavage de cerveau. Quel est le cas d'école de ce que le psychiatre Niels Bejerot avait baptisé 3 ans plus tôt le syndrome de Stockholm. L'accusation soutient qu'elle avait rejoint la SLA volontairement. Le jury la déclare coupable. Elle est condamnée à 7 ans et purge 22 mois avant que le président Carter ne commue sa peine. Le président Clinton la graciera complètement par la suite. Des décennies plus tard, après s'être mariée, avoir eu des enfants et reconstruit une vie entièrement conventionnelle, elle accorde une interview dans laquelle elle dit qu'elle n'a jamais réussi à expliquer pleinement, même à elle-même, ce qui s'était passé dans ce placard. La conversion avait été réelle tant qu'elle avait duré. Elle avait cru chaque mot qu'elle prononçait en tant que Tanya. Et puis un jour, elle n'y a plus cru. Quiconque est resté trop longtemps dans un travail qui le détruisait à petit feu, quiconque est resté dans une relation qui a lentement réécrit ce qu'il attendait de l'amour, quiconque s'est surpris à défendre un système qui lui faisait du mal, a ressenti à une bien plus petite échelle ce que Patty Hearst et les janissaires et Juba II ont ressenti. La cage n'a pas besoin d'avoir des barreaux. Parfois elle ressemble à un salaire, une alliance, un drapeau. Moi c'est Risto, merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire.